Alors bonjour à tous. Nous on est tous les deux de Splunk, comme vous pouvez le voir sur nos. Enfin non, pas toi d'ailleurs. Non, pas moi. Non. Incognito. Ouais, on va donc vous parler de la partie OpenTelemetry et on va dire des bonnes pratiques de déploiement et déploiement aussi sur des environnements de production. Donc juste pour remettre un petit peu de contexte avant de démarrer et de nous présenter. Chez Splunk, pour la partie observabilité, on utilise nativement l'OpenTelemetry. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'agent propriétaire, on utilise directement OpenTelemetry pour la collecte de log métriques traces et ensuite qu'on envoie dans le bucket Splunk. Donc bien sûr, vous connaissez peut-être aussi la plateforme historique où là on a des agents, on va dire Splunk, Universal Forwarder, etc. pour la partie log. Mais aujourd'hui, on est capable de faire cette collecte avec donc nativement l'OpenTelemetry. C'est pour ça que à force de travailler avec cette technologie, on voulait faire un petit retour d'expérience aussi sur ce qu'on a vu, ce qui fonctionnait, là où il y avait pour avoir potentiellement des difficultés, etc. Donc, qui on est? Donc moi, Alexandre Seur, donc je suis solution architecte. Et moi, pareil, mais juste Pierrick Planchon à la place. C'est ça. Alors voilà, au niveau du programme, de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, alors les dernières annonces qu'on a eues sur la partie OpenTelemetry, puis comme je vous disais tout à l'heure aussi, ce qu'on considère, nous, les tips, les clés pour réussir, donc des notions de configuration, des notions de déploiement, est-ce qu'il faut faire du sampling ou est-ce qu'il ne faut pas en faire, comment sécuriser aussi ces déploiements, c'est quand même important sur les environnements de production chez les clients, et puis après une partie questions-réponses. Je te laisse la parole, Pierre, pour la partie update. Ouais, vas-y. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, la personne de Grafana montrait le blog OpenTelemetry. C'est plutôt une bonne ressource pour s'informer, notamment pour toutes les updates que vous allez avoir à l'écran. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont importantes, notamment pour moi la plus importante qui est le Security Audit. Parce qu'un des gros problèmes quand on fait de l'open source, ça va être toute la partie sécurité. Donc il y a des audits de sécurité, il y a des pen tests qui sont faits, et vous avez les rapports qui sont disponibles directement à travers le blog. Et donc il y a une CVE qui est sortie juste dans la foulée, parce qu'on pouvait utiliser des payloads HTTP pour ensuite aller scraper des trucs un peu sensibles en utilisant OpenTelemetry. Donc normalement ça c'est bon, on peut plus le faire. Mais c'est important de se tenir aussi au courant. On parlait aussi avec Romuald pendant la table ronde du rapprochement entre la sécu et l'observabilité. Ça en fait partie. On intègre un nouveau composant qui est certes très intéressant, très important. Du coup, il faut aussi regarder sa posture sécurité qu'on va utiliser pour bien maîtriser ce composant OpenTelemetry. Il y a la partie profiling, donc avec la contribution d'Elastic qui a été annoncée. Donc vous allez pouvoir à chaque fois voir les nouvelles features qui vont être importantes pour le projet OpenTelemetry. Par exemple, je crois qu'il y a même un article sur OpenTelemetry pour mainframe. Peut être intéressant dans certains contextes. Regardez pas pour l'instant parce que c'est pas très mature, mais ça peut arriver. En effet, il y a de la contribution par exemple d'IBM qui commence aussi avec OpenTelemetry. Alors, ça c'était pour toi aussi, la configuration. Ouais, je prends. Après, vous allez voir, il y a pas mal de bonnes pratiques de l'IT qui se retrouvent finalement dans OpenTelemetry. Donc, par exemple, quand on va faire des configs, on va essayer de standardiser le plus possible. Et ça va être simplement en se posant des questions toutes bêtes. Mais quelles sont les données que je récupère, dans un premier temps? Comment est-ce que je vais les taguer pour les identifier efficacement dans mon back-end? Et puis derrière, c'est quoi la destination de mes données? Donc, c'est quoi le back-end? Parce que potentiellement, pour certains besoins, ça va être, par exemple, je vais les envoyer dans Metrics Hub, je vais les envoyer dans Splunk, je vais les envoyer dans du Grafana. Selon ce que vous allez vouloir faire, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes destinations. On a un client, nous, qui fait des pneus, que vous connaissez bien, qui a automatisé un déploiement d'OpenTelemetry Gateway sur un cluster cube pour gérer la haute disponibilité, et qui, en fonction de la criticité de la donnée, va l'envoyer soit vers Splunk, soit vers Prometheus Grafana. Donc en fait, on va taguer les données qu'on récupère, et en fonction des métadonnées qui sont présentes, à travers un processeur OpenTelemetry, il les envoie au back-end qui correspond. Et donc finalement, quelque chose qui est assez automatique et plutôt bien foutu. En tout cas, de leur côté, ça marche très bien. Évidemment, utiliser des secret managers, des variables d'environnement pour sécuriser vos déploiements. On met rien en clair dans les fichiers de config, donc il faut au maximum en fait utiliser tout ce qui est déjà à votre disposition dans votre IT pour pérenniser le déploiement.
Et puis il y a des choses qui sont un peu moins bien. Par exemple, j'ai une config différente sur chacun de mes collecteurs, moins bien. J'ai mes mots de passe en clair. Ou le fameux, c'est celui que j'ai mis ici, on y va au feeling, on teste et on verra. Bon, globalement, à chaque fois qu'il y a des POC ou des projets, ça commence comme ça, et puis on met tout de suite les freins, on dit hop, attention, si on y va au feeling, en prod, le feeling n'existe pas, hein, faut que ce soit carré. Donc les pièges à éviter, ça va être, on se met, c'est open source, c'est sympa, on est tous contents, on fait du open télémétrie, oui d'accord, mais il y a quand même des règles qu'il faut respecter, et donc on va respecter les règles de l'IT en général. Un truc qui est très sous-estimé sur la gestion de la configuration et qu'on voit assez souvent, c'est je fais ma conf en début de projet et en fait après j'y touche plus jamais. Alors que potentiellement dans votre config YAML, il y a des objets YAML que vous n'allez pas toucher forcément tout le temps, mais il y a d'autres parties que vous allez pouvoir faire évoluer ou même tout simplement améliorer. Et donc il ne faut pas hésiter à faire vivre sa config et son projet OpenTelemetry au même titre que vous feriez vivre votre système applicatif. D'accord ? Donc c'est pas une itération unique où vous faites la conf et puis après on n'en parle plus. Ça c'est un peu on va dire le déni de comment est-ce qu'on fait un déploiement. Mais la réalité, c'est que vous allez forcément rajouter des choses. Si vous ne faites pas du FinOps, par exemple, dès le début, peut-être qu'à un moment, vous allez vouloir le rajouter. Donc, si vous voulez le rajouter, il faut le faire dans la conf. Et donc, il faut aussi voir OpenTelemetry comme une suite d'itérations, d'améliorations que vous allez rajouter dans votre projet. Déjà parce que vous allez peut-être aussi corriger des choses que vous avez fait qui n'étaient pas forcément bien dès le début, parce que vous aviez moins d'expérience, mais aussi parce que vous allez pouvoir rajouter des features, rajouter des receivers, des processeurs qui vont vous rajouter de la valeur à la donnée que vous envoyez dans le back-end. C'est ça, quand on sort un peu aussi de la partie technique et qu'on revient sur la partie métier, on a justement aussi beaucoup d'attributs, de choses qui vont venir enrichir la donnée et qui vont avoir vraiment de la valeur pour le métier. Et ça, c'est aussi un cas d'usage en disant, tiens, on va pas s'arrêter à ce qu'on collecte. Le gros avantage d'OpenTelemetry, c'est qu'on gère complètement ce qu'on collecte comme données, donc autant en profiter et ne pas hésiter à venir enrichir la donnée, ou même potentiellement l'anonymiser aussi, la filtrer, etc., pour avoir justement gardé de la donnée pertinente en gérant toute cette partie configuration. Tu avais d'autres choses ou c'est bon ? C'est déjà pas mal. Là. Alors sur la stratégie de déploiement, justement, là on a répertorié les trois stratégies avec les pour et les contre pour chacune. Alors la première partie, c'est donc la partie no collector, c'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir, ça peut être du serverless tout simplement, ça peut être une personne qui veut juste faire de l'APM et qui a potentiellement d'autres façons de collecter des métriques plutôt infrastructure. Donc là, ça veut dire que vous allez uniquement déployer la librairie OpenTelemetry, Java, .NET, etc. et envoyer directement votre back-end. Donc là, forcément, il y a une facilité à déployer cette chose-là. Après, vous allez perdre justement ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de rajouter des attributs, etc. Tout ce que peut faire le collector, tout ce qui va pouvoir venir enrichir la donnée, vous allez potentiellement perdre justement cette faculté de le faire. Ensuite, il y a la notion justement de collector, donc qui va, comme son nom l'indique, être aussi le point central, collecter des métriques qui se trouvent sur les métriques et les logs potentiellement qui se trouvent sur la VM ou sur un cluster cube, etc. Au niveau, bien sûr, là, ça va être, comme je disais, c'est ce collector va pouvoir faire ce travail aussi de venir enrichir la donnée, la filtrer, etc. Toute la configuration va pouvoir se faire au niveau de ce collector. Le dernier point qui est quand même beaucoup utilisé en production et surtout dans des environnements où il va y avoir du on-premise, c'est justement d'avoir le collector et aussi déployer des gateways qui vont faire ce travail de proxy pour avoir tout simplement pour réduire le nombre d'ouvertures de flux vers l'extérieur. Vous avez justement cette gateway qui va faire ce travail intermédiaire, centraliser aussi tout ce qui va être niveau sécurité, tout ce qui va être authentification, etc. avec le back-end. C'est ce collector qui va pouvoir cette gateway par contre qui va pouvoir faire ce travail. Mais par contre, forcément, dès que vous ajoutez un nouveau composant, c'est un nouveau cas en fait de failure potentielle. Donc voilà, on a essayé de répertorier un petit peu les pour, les contre. Bien sûr, il faut aussi s'adapter à l'environnement client, à l'environnement du SI, voir un petit peu les contraintes aussi qu'il y a au niveau de sécurité, voir aussi dans quel besoin on se trouve.
il y a tout ce travail de configuration à faire. Ouais, et surtout, faut pas hésiter à faire le truc le plus simple possible. Il n'y a pas forcément besoin d'une gateway. Si vous avez la maîtrise, il n'y a pas forcément besoin de se dire je vais tout foutre sur une gateway. Il y a d'autres moyens de centraliser les confs. On a des clients qui se disent par principe on va mettre une gateway parce que c'est marqué et ça a l'air bien, et qui au final se rendent compte que c'était pas forcément la meilleure solution. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution sur cette slide. Comme tu l'as dit, ça dépend du cas client. Ouais, donc ensuite, justement, on va avoir ces notions de version de collector, de version livrée et OpenTelemetry aussi qu'il va pouvoir gérer. Donc voilà, version, bien sûr, mise à jour, la partie déploiement, automatiser le déploiement. On parlait justement tout à l'heure d'Ansible, etc. C'est comment justement utiliser ces outils aussi d'automatisation pour simplifier le déploiement d'OpenTelemetry, l'industrialiser et avoir quelque chose qui tient la route sur la production, quoi. Ouais, la gestion de version, c'est hyper important. Je pense que c'est le piège numéro 1. C'est on fait une install, on met tout en tag latest, et puis on y va au feeling, donc on verra après. Et au final, vous avez oublié que vous aviez mis une version latest dans votre prod, et donc 2 mois plus tard, vous nous rappelez en disant ça a planté, je comprends pas pourquoi. C'est facile, c'est juste le versionning. Votre cycle de version de votre collector, il doit être maîtrisé, et donc on parlait aussi de tests de non-régression, de ce genre de choses, faut que ce soit intégré au même titre que le cycle de déploiement de votre application. Donc si vous avez des microservices qui passent de V0, V1, etc., votre collector, il va aussi vivre avec tout ça, et donc quand vous allez tester votre nouvelle version de votre application, profitez-en pour mettre à jour votre collector, tester que ça fonctionne bien, surtout que sur les dernières versions des collecteurs, vous avez pas mal de breaking change, donc il y a pas mal de choses qui changent parce que c'est un projet qui est vivant, et aussi à cause des conventions de nommage, ce genre de choses dont on a parlé ce matin, qui sont très importantes, et donc il faut homogénéiser. Et donc forcément, si vous vous mettez en latest, vous allez introduire des problématiques en prod. Et c'est valable pour le collector, mais c'est aussi valable pour les librairies de tracing. Donc pour tout ce qui va être bibliothèque de tracing, typiquement j'ai un client dans l'industrie, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. Leur application de gestion de commandes de gaz industriel, c'est instrumenté par OpenTelemetry sur Node.js. Et ils ont laissé le tag latest dans leur package.json de Node.js, et 2 mois après, donc l'exemple, ça plante, on ne sait pas pourquoi. Et on regarde le package JS, il y a un latest qui traîne. Est-ce que vous l'avez testé avant de le déployer en prod ? Non, on pensait que ça allait marcher tout seul. Non. Et là, l'impact business, il est quand même énorme. Parce que là, c'est carrément une boulette. On sait tous ici qu'on met toujours des versions fixes. Mais là, comme c'est OpenTelemetry, je ne sais pas pourquoi, on s'est dit, let's go. Bon, nous, on les avait prévenus 6 mois avant, donc on a pu leur dire, on leur a ressorti la slide de 6 mois d'avant. Mais là, on est clairement sur un truc qui a eu un très fort impact business, parce que les 20 milliards, ils viennent exclusivement, quasiment, de cette application. Donc pour eux, une demi-journée, c'est absolument colossal. Voilà, on apprend de ses erreurs, mais là, c'était quand même une grosse boulette. Au niveau aussi des options de déploiement qu'on a aujourd'hui, alors là on a pris aussi l'exemple sur la partie Splunk où justement je vous parlais du deployment server qu'on utilise justement historiquement sur la plateforme Splunk. Donc maintenant on a la possibilité justement de déployer la partie OpenTelemetry Collector qui sera gérée par le deployment server de Splunk. On a pris l'exemple de Splunk. Aujourd'hui, il y a le protocole justement de configuration, de mise à jour, etc. l'OpenTelemetry qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est quelque chose aussi qui va pouvoir se démocratiser et qu'on puisse justement avoir un déploiement centralisé de la partie OpenTelemetry, ce qui peut un petit peu manquer aujourd'hui. Cette notion de visibilité, où sont déployés mes agents, est-ce qu'ils sont up, quel type de données ils remontent, etc. Ça, c'est vrai qu'au niveau visibilité, déploiement centralisé, il y a quand même des manques. Et donc ça commence à venir. Donc là, on l'a avec la partie Splunk Deployment Server. Mais voilà, le protocole existe, donc c'est quelque chose aussi qui va se démocratiser, comme je disais. La partie découverte automatique, ça c'est quand même vachement important. C'est justement d'avoir découverte automatique et auto-instrumentation qui commence, d'avoir justement la possibilité, en activant un flag, de se dire voilà, si on découvre qu'il y a du Java, qu'il y a de l'applicatif sur le serveur, en fait, comme on va dire très simplement, il va automatiquement instrumenter le service sans qu'on ait à faire d'action manuelle.
Et ça, quand vous arrivez, déjà, ça va permettre de ne pas avoir à demander au client, tiens, est-ce qu'il y a une personne qui peut gérer telle application Java pour qu'on rajoute un paramètre, etc. Ça amène beaucoup de flexibilité, beaucoup d'automatisation. Bien sûr, ça va être testé avant, hein, on y revient toujours, mais voilà, ça amène beaucoup de, encore une fois, flexibilité. Et le client se dit, voilà, on n'est plus sur quelque chose très, on va dire, très technique, très geek, où c'est assez compliqué à mettre en œuvre. On commence vraiment à avoir quelque chose qui est automatisé et beaucoup plus simple. Ouais, il y a aussi pas mal de ces points qui sont là pour le coup des contributions directes de Splunk. Alors pour la partie déploiement, là effectivement c'est très spécifique Splunk parce qu'on utilise le serveur de déploiement de Splunk. Il y a des choses qui arrivent avec notamment OPAMP pour gérer toute cette flotte OpenTelemetry. Donc je reprends un peu ce que tu as dit, hein, effectivement. Mais vraiment le point découverte automatique des applications qui tournent sur les machines, ça permet aussi de favoriser une adoption sur un marché, en tout cas en France et en Europe, qui est extrêmement couvert par Dynatrace. Et là où l'adoption des gens va plutôt être de dire moi je veux faire un double-clic et que ça marche, faire du OpenTelemetry peut être un peu intimidant si on arrive en disant vous avez un fichier YAML de 200 lignes et en plus il faut aller instrumenter le back-end de façon différente. Donc il y a aussi toute cette notion qui déjà a été identifiée dans la session de roadmap qu'on avait fait avec OpenTelemetry à Valence lors de la KubeCon, où il y a une vraie demande des utilisateurs sur ok c'est cool de faire du OpenTelemetry, par contre la gestion du parc est un enfer. Donc tout ça va aussi dans ce sens-là et ça vient du feedback direct des utilisateurs. C'est ça, surtout à des déploiements à grande échelle sur de la production. Alors, notion de sampling. Le sampling, juste en introduction, nous, on a une vraie conviction sur faire du sampling ou pas. On est plutôt contre. On sait que beaucoup de gens vont argumenter sur oui, mais non. D'accord ? Il n'y aura pas de... les différences, alors je vous laisserai vous taper, on est en fin de journée, le tableau, si vous avez besoin de dormir ce soir, sur les comparatifs chiffrés de ce qu'on fait en termes de sampling et le résultat qu'on a en fait entre des traces ou des métriques non échantillonnées versus avec un échantillonnage, et vous pouvez des fois arriver à des différences de quasi 40% de valeur, ce qui globalement est catastrophique. Si je vous dis que votre taux d'imposition va augmenter de 40%, vous allez mal le prendre. Avec une métrique, c'est pareil. Il faut que la métrique que vous utilisez, elle soit pas lissée, ou si elle est lissée, il faut que votre seuil le prenne en compte. Et dans le cadre où vous avez besoin qu'elle ne soit pas lissée, que vous avez besoin d'une donnée brute, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire d'échantillonnage. Et d'ailleurs, même quand elle est lissée, vous ne faites pas d'échantillonnage parce que ça veut dire que vous lissez sur des valeurs qui sont pas exhaustif. Donc ça veut dire que même votre valeur lissée, elle est fausse. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver avec des mécaniques complètement faussées, des faux positifs, parce que vous vous êtes dit à un moment, tiens, je vais faire de l'échantillonnage, ça a l'air d'être une bonne idée. Et souvent, je crois que c'est sur la slide d'après, Alex, souvent les arguments pour l'échantillonnage, c'est souvent sur les problématiques de coût ou les problématiques de cet ordre-là. On peut avoir des problématiques techniques, mais honnêtement, c'est très peu souvent. Il y a deux formes d'échantillonnage, le head sampling et le tail sampling. Les deux sont tout aussi... alors, il y en a un qui se prétend plus intelligent que l'autre. Il y en a un, c'est arbitraire. Et l'autre qui va dire, moi, je vais faire de l'échantillonnage sur une interprétation des données que je vais recevoir. Sauf que, du coup, souvent, ça va être de l'échantillonnage sur, par exemple, des erreurs. On va dire, je vais vous remonter que quand il y a un problème. Sauf que si vous n'êtes pas capable de dire à votre solution ce qu'est un problème, on retrouve un échantillonnage qui est arbitraire. Et après, du coup, on se retrouve avec la problématique de coût, avec l'échantillonnage intelligent. C'est que en fait, le compute que vous utilisez pour savoir s'il faut garder une trace ou pas vous coûte plus cher que de juste stocker la trace. Parce que souvent, les éditeurs ont des gros volumes de stockage, et donc finalement, c'est pas le stockage qui, nous, en tout cas, nous coûte le plus cher. Ça va vraiment être la capacité de compute. Donc, le sampling, ma conviction, c'est que c'est une mauvaise idée, que si c'est des problématiques de prix, la problématique est ailleurs, et pas forcément dans l'utilisation de la data. On est plutôt partisan d'avoir toutes les données pour être sûr de détecter n'importe quel signe faible, puisque l'observabilité, si on veut donner, en tout cas notre vision, puisque on a bien compris qu'il y avait plein de visions différentes, c'est le télescope Hubble dans l'espace qui, si vous voyez une lumière apparaître, vous devez comprendre ce que c'est. Sauf que si vous décidez que cette lumière-là, vous l'ignorez, cette lumière-là, vous l'ignorez, quand vous avez un astéroïde qui pointe le bout de son nez, vous le prenez dans la tronche. T'es en train de dévier là, je vais désolé.
Non, il y a aussi des exemples qu'on a au quotidien, c'est justement la notion de vouloir avoir une visibilité bout en bout. Cette visibilité bout en bout, bah, à partir du moment où il y a 1% de votre visibilité qui va être potentiellement échantillonnée, bah, en fait, vous allez perdre cette vision bout en bout. Donc votre trace potentiellement va pouvoir être coupée en deux ou en plusieurs. Donc vous allez perdre cette notion de bout en bout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Et puis comme tu disais tout à l'heure, filtrer la donnée sampler la donnée, échantillonner la donnée qui paraît, on va dire, normale et qui du coup n'est pas utile. Aujourd'hui, on fait quand même de beaucoup moins d'alerting sur des seuils qui vont être fixes. On va beaucoup utiliser du machine learning, utiliser un comportement normal. Donc en fait, si vous échantillonnez ce qui est normal, bah, du coup, tout le machine learning que vous allez mettre en place pour détecter des outliers, des déviations, etc., bah, en fait, vous allez perdre de la pertinence. Donc c'est des cas qu'on retrouve assez souvent, donc voilà pourquoi aussi on n'est pas trop pour l'échantillonnage. Ça se voit à peine. Alors la partie sécurité, c'est un peu plus le moteur de Splunk à la base. Donc je parlais de la CVE tout à l'heure sur le côté OpenTelemetry, donc ça c'est documenté, vous le retrouverez assez facilement. Voilà, vous l'avez si vous voulez aller regarder à quoi ça ressemble. On va pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas le temps. Je pense que tu peux passer sur cette partie-là, c'est assez facile. Sur la partie collector, ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer de quel utilisateur va lancer le collecteur. D'accord ? Donc ça, selon les distributions que vous utilisez, ça peut être à vous de le faire. Si vous avez une distribution type Splunk ou autre, bon là c'est géré. Mais si vous utilisez une version Contrib, par exemple, quel utilisateur est-ce que vous décidez qui va lancer forcément le process. Donc ça, vous pouvez le modifier. Donc du coup, il faut faire attention à qui va lancer quoi. Et l'idée, ça va être aussi de réduire la surface d'attaque. Puisque si vous avez vous utilisez la version Contrib et vous dites je vais mettre tous les receivers parce que comme ça s'il y a un truc qui pop bon bah au moins je le récupère, mais en fait vous augmentez votre surface d'attaque, vous augmentez les ports qui vont être ouverts en écoute sur votre machine et donc bah, naturellement vous allez augmenter le risque d'avoir une attaque toute bête comme celle qu'on avait juste avant qui était juste sur un payload HTTP. Donc maîtriser votre déploiement OpenTelemetry, ça passe aussi par maîtriser les fondements de la sécurité, c'est-à-dire on réduit la surface d'attaque, on fait attention à qui lance quoi et on fait attention à comment est-ce qu'on le supervise. Sur les receivers et les exporteurs, quelque chose qui est hyper intéressant, c'est aussi d'utiliser tout ce qui va être authentification. Donc avec le TLS, je sais qu'on a tendance à mettre le TLS skip verified en trou parce que ça nous prend la tête. Bosser avec la sécu pour pas le mettre, c'est mieux. Des fois, vous n'avez pas le choix parce que le SIG qui correspond n'est pas encore mature à ce niveau, mais voilà. On sait qu'on a le paramètre, on essaie d'utiliser le moins possible. Les binding address, évidemment, ça va être important. Des fois, on se retrouve avec même des conflits sur des ports ouverts et on se rend compte que le client savait même pas que ces ports étaient ouverts ou en écoute sur quoi que ce soit. Donc évidemment, c'est un problème de sécurité. Et puis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais pensez à utiliser vos variables d'environnement, elles sont là pour une raison. C'est très pratique quand on a besoin tout simplement de centraliser et de faire quelque chose qui n'est pas hyper spécifique. Et vous avez aussi, dans la partie données, cette fois-ci, des best practices concernant les processeurs. Donc vous en avez deux, le memory limiter et le batch processor, que vous devez connaître, parce qu'ils sont là par défaut, mais ils sont là pour votre bien. Ils sont pas juste là pour vous faire chier, notamment parce que le collector, on va pas lui laisser l'opportunité d'utiliser toute la mémoire qu'il veut, parce qu'il faut pas oublier que le collector, ce qu'il fait, c'est qu'il stocke la donnée en mémoire avant de l'envoyer, avec la valeur ce que vous avez dans batch, et dans memory limiter, parce que votre batch, vous allez définir en gros c'est quoi la taille de ce que vous lui envoyez. Et donc il faut faire attention à ça. C'est un peu comme à l'ancienne quand on mettait Microsoft SQL Server et qu'on lui mettait pas de memory limit, il prenait tout. Faut pas faire ça. On fait attention à ces processeurs-là, et on fait aussi attention à la donnée qu'on envoie. Alors côté trace métrique, normalement on n'a pas trop de problèmes. Mais côté log, si vous utilisez OpenTelemetry, faites attention à ne pas vous retrouver par exemple avec des données PCI que vous envoyez sur un truc que vous ne maîtrisez pas. Parce que là, vous pouvez vous faire clairement retoquer par la sécu et puis ensuite par le légal, parce que vous avez fait encore une boulette. Donc on fait attention aux données qu'on envoie, on fait attention à ce qu'il y a dedans, et on fait attention à la sécurité de ces données et comment est-ce qu'on les envoie. Parfait. Ah oui, on avait quelques tips aussi. Alors, vous avez peut-être d'autres outils d'ailleurs que vous utilisez. J'avais trouvé celui-là qui s'appelle Hotelbean, ouais. Hotelbean, ouais, où en fait vous avez tout simplement vous faites un copier-coller de votre fichier YAML et en fait lui va vous indiquer
plus graphiquement ce que vous avez configuré sur les différents pipelines, etc. S'il y a des erreurs aussi, c'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi, qu'il va vous dire que votre receiver il n'est pas utilisé, il va vous dire si votre indentation elle marche pas, il va vous dire s'il y a une faute de frappe quelque part, et vous pouvez aussi le comparer en fonction des différentes distributions. Donc là vous voyez en haut à gauche, on a sélectionné la distribution Splunk, mais vous pouvez très bien le comparer à la version Contrib ou autre. S'il y a des éditeurs dans la salle qui ne voient pas leur contribution dans la liste, vous allez sur GitHub, vous envoyez un mail au gars et il la rajoute. Pas très compliqué. Ça peut être assez pratique pour les erreurs classiques d'indentation qui bloquent le collector, etc., de pouvoir le valider et être sûr, justement, on en parlait tout à l'heure, être sûr qu'on collecte la bonne donnée, qu'on processe la bonne donnée et qu'on l'envoie vraiment là où on veut l'envoyer. Et puis comme ça, vous verrez comme 90% du temps que vous avez bien fait vos exporteurs, vos receivers, mais que vous ne l'avez pas mis dans votre pipeline, et donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et bon, ça, on va pas passer trop de temps, c'est plus spécifique. C'est spécifique Splunk, mais à la limite, c'est une bonne idée parce que maintenant, vous avez dans le collector la possibilité de voir les métriques de comment est-ce que le collector se comporte. Donc là, c'est un dashboard Splunk, donc peu importe, mais vous allez être capable de voir, ok, je vois dans mon receiver que j'ai récupéré un certain nombre de spans, est-ce que dans mon exporteur, j'ai le même nombre de spans? Si j'ai une différence, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait de l'échantillonnage et j'étais pas censé le faire? Est-ce que j'ai scrappé des données ou autre? Et donc en fait, vous allez pouvoir voir toutes les anomalies en termes de receiver, d'exporteur et de processeur, et donc d'être capable de voir finalement est-ce que le collecteur se comporte correctement. Exact. Et c'est la dernière. Ouais, là c'est hyper intéressant. Donc là c'est un cas sur l'optimisation du déploiement OpenTelemetry, et je vais expliquer sur 170 000 clusters Kubernetes. Donc on est sur une volumétrie qui est assez conséquente. Et donc au début, ils avaient un statut, on déploie tout, on voit ce que ça donne. Et ensuite, avec tous ces travaux d'optimisation, ils ont réduit par exemple la charge CPU des collecteurs de 50%, juste par exemple en ayant un collecteur pour l'appli et un collecteur pour les métriques sur le même cluster. Alors on pourrait se dire c'est un peu bizarre, parce que du coup on a deux collecteurs, mais en fait ils se sont rendus compte que la consommation CPU d'avoir deux collecteurs séparés était plus optimisée que d'avoir un seul collecteur. Donc ça, pour moi, c'était un peu une nouvelle intéressante, parce que du coup, ça veut dire que déjà, il y a plein d'optimisations à faire côté collecteur, mais en plus, ça peut être un mode de déploiement qui peut être intéressant également. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'ils ont gagné sur simplement travailler sur ce jeu d'optimisation, avoir une config qui est complètement templétisée et qui, en fonction du contexte dans lequel elle va être capable de s'alimenter toute seule, centralisée, et puis derrière... je vous laisse. On aime bien souvent les éditeurs mettre des métriques comme ça, on vous dit regardez, c'est 100% d'efficacité en plus, mais je voulais quand même vous donner un peu le contexte à l'oral. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, on n'est pas trop à la bourre, là. n'hésitez pas.